Voici un point stratégique subtil. Parfois qu'il est très mauvais d'être efficace en matière de coercition. Et je n'essaye pas de jouer sur les mots. Je veux littéralement dire que devenir moins bon dans une stratégie militaire particulière peut en fait donner un meilleur résultat pour soi-même. Et en ce moment, nous pouvons observer les conséquences d'être moyens dans notre monde en guerre. La Russie qui peine en Ukraine et les États-Unis qui n'en finissent pas avec l'Iran. Il est juste de dire que Poutine et Trump se contentent actuellement de demi-mesures. C'est plus évident dans le cas des États-Unis. Ce qui avait commencé comme une véritable guerre aérienne, ce qui est déjà une demi-mesure sans troupes au sol, s'est transformé en un exercice de coercition économique. La principale levier que les États-Unis essaient d'utiliser est un blocus du trafic à destination et en provenance des ports iraniens, avec une touche d'action cinétique de temps en temps. Pendant ce temps, et même si je suis sûr que certains Ukrainiens s'opposeront à cette terminologie, la Russie continue d'adopter des demi-mesures dans son invasion. Même si les bombardements nocturnes donnent une autre impression, la Russie pourrait en faire plus. Aucune arme nucléaire en vue, malgré de nombreuses fanfaronnades à ce sujet. Aucun appel à une mobilisation des forces russes, même si l'armée d'invasion perd plus de soldats qu'elle n'en recrute depuis des mois. D'accord, ce sont des points intéressants, et il serait facile de regarder ces situations et d'en rester là dans la discussion. Ou alors, allons plus loin et réfléchissons aux raisons pour lesquelles les États recourent à des demi-mesures plutôt qu'à des mesures complètes. Mais ce n'est pas pour ça que vous êtes là. Vous êtes ici pour découvrir les étrangetés des interactions stratégiques. Effectivement, cela devient étrange quand on réfléchit à la façon dont un adversaire réagit lorsqu'il anticipe l'un de ces types d'attaques. Alors aujourd'hui, nous allons commencer par examiner simplement les calculs coût-bénéfice qui déterminent quelle stratégie un État adoptera finalement si une guerre devait éclater. Nous allons ensuite revenir en arrière pour analyser comment la négociation en situation de crise fonctionne dans ces conditions, en montrant comment l'évolution de l'efficacité des demi-mesures provoque des réactions inattendues de l'adversaire. Enfin, je vais relier ces idées à ce qui se passe en Ukraine et en Iran, en me concentrant sur certaines des complications supplémentaires qui peuvent survenir dans ces scénarios. Mais d'abord, nous avons discrètement dépassé les 100 jours de vidéos consécutives. Beaucoup m'ont demandé comment je maintiens ce rythme de production. En ce moment, beaucoup de choses étranges et intéressantes se passent dans le monde. Et je pourrais vous révéler une autre partie de mon secret, sauf que ce n'est pas du tout un secret. C'est le sponsor récurrent de la vidéo d'aujourd'hui, Ground News. Il n'y a pas de meilleure façon de commencer ma journée que de consulter mon briefing quotidien. Zelensky évoque des avancées avec les envoyés américains sur les pourparlers de paix concernant l'Ukraine. Nous verrons bien. Ou, au fil de la journée, en examinant certaines des histoires reléguées dans l'angle mort, des sujets qui n'atteignent pas une partie du spectre politique. Les missiles Flamingo de l'Ukraine frappent une usine russe produisant des composants clés pour les drones. Cela fait plus de 1000 kg de charge utile. Pourquoi payer autant alors que sur ground.new, vous pouvez aller dans la rubrique Lines ou scanner le QR code à l'écran pour profiter de 40% de réduction sur le plan Advantage, donnant accès à tout cela et plus encore. Alors merci encore à Ground News d'avoir sponsorisé la vidéo d'aujourd'hui. Revenons au problème stratégique. Nous voulons savoir pourquoi nuire à sa propre capacité peut finalement s'avérer utile. Heureusement, je peux identifier précisément où notre intuition fait défaut. Le résultat attendu d'une guerre est essentiel pour la planification militaire. Ma conviction à ce sujet détermine si je dois continuer à me battre ou accepter un certain ensemble de conditions de règlement. C'est pourquoi de nombreuses agences de renseignement dépensent énormément pour tenter d'obtenir de bonnes estimations de ce à quoi cela ressemblera. Pour nous, il suffit de le placer sur la carte d'un pays et de dire « Regardez, c'est là ». Il est encore plus facile de le dessiner au hasard sur le pays sans se soucier de son exactitude, lorsque tout ce que nous essayons de comprendre, c'est comment fonctionne la négociation en fonction de ce qu'ils pensent réellement. Mais ces vrais humains doivent vraiment résoudre cela du mieux qu'ils peuvent. Cela signifie réfléchir à divers compromis. Aucun pays dans l'histoire de l'humanité n'a jamais essayé de produire littéralement autant de puissance militaire que possible. On s'en approche en observant la Seconde Guerre mondiale et l'énorme investissement dans la production d'armes, sans compter les millions d'hommes mobilisés. Mais la plupart des guerres sont bien plus modérées.
Le Kremlin, par exemple, fait de son mieux pour afficher une impression de normalité sur le front intérieur. Ce n'est pas totalement efficace, bien sûr, mais c'est suffisamment plausible pour que certains s'en accommodent. Pendant ce temps, aux États-Unis, sans surveiller le prix de l'essence ni les infos, on ignorerait totalement qu'une guerre a lieu en Iran. Le fait est que la version réelle et concrète d'un résultat attendu ne se dessine pas simplement sur une carte. C'est l'accumulation de mois de planification, d'efforts pour comprendre ce qui fonctionne militairement et pour mesurer les vrais arbitrages de coûts d'un plan par rapport à un autre. Ce que vous choisissez finalement dépend de ce qui vous donne le plus de puissance au prix le plus raisonnable. Et je m'excuse d'insister sur des calculs coûts-bénéfices assez basiques, mais croyez-moi, il y aura un rebondissement dans un instant. En tant que dirigeant de notre pays, mes généraux m'ont remis une liste d'options militaires. Chacune génère une quantité unique de bénéfices attendus. Chacune entraîne également un coût spécifique. Ainsi, j'ai une série de bénéfices moins les coûts. Au risque d'énoncer une évidence, je devrais adopter la stratégie qui a la plus grande valeur dans cette troisième colonne, bénéfices moins coûts. Assez simple, non ? Eh bien sûr, jusqu'à ce que vous réalisiez qu'il y a une composante stratégique à la coercition militaire. J'internalise à la fois mes avantages et mes coûts. Mon adversaire, cependant, n'internalise pas mes coûts. Il n'internalise que mes avantages parce que ces avantages sont à somme nulle. Plus l'option militaire était forte, plus la ligne de résultat attendue penche en ma faveur. Bon pour moi, mauvais pour mon adversaire. Vous pourriez penser qu'une option de mon menu stratégique est très puissante. Je gagnerai tout ce qui est en jeu, c'est sûr, si je l'adopte. Dans ce cas, j'aimerais exploiter la menace de l'utiliser contre mon adversaire pour le contraindre à se soumettre. Alors je pourrais obtenir tout ce que je veux sans avoir à payer les coûts associés. C'est ça, l'avantage d'utiliser le bâton plutôt que la carotte. Quand la simple menace suffit, c'est gratuit. Un problème potentiel. Mon adversaire doit vraiment croire que je mettrai ma menace à exécution si la négociation échoue. Et aussi puissante que soit cette stratégie, son coût est encore plus élevé. Mon adversaire ne se laisserait pas prendre à mon bluff et me ferait passer pour un idiot. Par conséquent, ce qui compte vraiment, c'est l'option qui est la meilleure sur ma liste. Les bénéfices moins les coûts. Jusqu'ici tout va bien, et c'est toujours simple. Mais examinons mon choix du point de vue de mon adversaire. Il n'aime vraiment pas quand je choisis une option à bénéfice élevé. Si nous finissons par nous battre, c'est cela qui déterminera le résultat attendu. Il sera anéanti. Et même si nous nous en tenons à la négociation pour résoudre nos différends, sa véritable ligne rouge s'éloigne de ce résultat attendu, ce qui signifie que je pourrais éventuellement obtenir plus de lui dans notre accord négocié. D'accord, passons à la partie vraiment étrange. Imaginez que mon menu d'options n'ait que deux choix. Une option limitée et une option maximale. L'option maximale, par définition, est plus puissante que l'option limitée. Plus d'avantages y sont associés. En revanche, la demi-mesure générera moins d'avantages. Elle peut aussi mettre plus de temps à produire ses résultats, ce qui crée de la frustration chez tous ceux qui observent l'activité. Nous y reviendrons dans un instant. Pensez à celle que je choisirai selon le coût de la demi-mesure. La valeur nette de ma mesure forte reste inchangée selon le coût de la demi-mesure, donc c'est juste une ligne horizontale. La valeur de ma demi-mesure diminue évidemment avec son coût, donc elle est en pente descendante. Et en dehors du cas trivial où une demi-mesure gratuite est encore pire que la mesure forte, il existe un certain coût qui me fait passer de l'une à l'autre. Sous le seuil critique, je privilégie la demi-mesure. Au-dessus de ce seuil, je préfère la mesure forte. Si nous n'étions pas dans un monde stratégique, il vaudrait évidemment mieux pour moi d'avoir une demi-mesure gratuite. Soit je préférerais toujours la mesure forte, auquel cas cette question n'a pas de sens, soit je préférerais la demi-mesure, et je l'obtiendrai sans avoir à payer un centime. Réfléchissez au gain net de mon adversaire selon mes coûts pour une demi-mesure. Sous le point de bascule, j'applique la demi-mesure et mon adversaire en souffre peu. Au-dessus du point de bascule, j'applique désormais la mesure forte, plus stricte, ce qui effraie mon adversaire. Son gain net s'effondre brusquement. La même étrangeté existe si on le voit comme fonction de la force de la demi-mesure. Dans le cas non trivial, lorsque l'avantage est faible, je préfère la mesure forte. Mais à mesure que l'avantage augmente, je finis par préférer la demi-mesure.
Le seuil minimal de mon adversaire semble toujours étrange. Lorsque je préfère mettre en œuvre la mesure complète, il reste très bas. Quand je me mets à préférer la demi-mesure pour réduire les coûts, le seuil minimal de mon adversaire grimpe soudainement. Elle diminue à mesure que la force de la demi-mesure augmente selon moi. Notez également que même si des demi-mesures plus mauvaises affectent aussi la qualité de la mesure complète, par exemple si je déploie des troupes au sol en plus d'imposer un blocus, cet effet se produit toujours tant que la mesure complète n'est pas autant impactée. Donc peu importe comment on le présente, je peux avoir davantage de levier pour arracher des concessions à mon adversaire lorsque ma demi-mesure est pire que lorsqu'elle est très meilleure. Être moyen dans les demi-mesures est sans doute pire que d'y être franchement mauvais. Et la raison est simple. De mauvaises demi-mesures rendent mes mesures complètes crédibles. Maintenant, dans la mesure où je peux contrôler les offres échangées à la table des négociations, cela signifie que je peux obtenir de meilleurs accords négociés. Mais permettez-moi d'être clair. Si les négociations échouent, alors de pires demi-mesures me mettront dans une situation au moins aussi mauvaise qu'avant. Il en va de même si c'est mon adversaire qui est capable de dicter les propositions. Autre point, j'agissais comme si les coûts de mon adversaire restaient inchangés selon ma stratégie. En réalité, la mesure complète impose généralement des coûts plus élevés à l'adversaire aussi, ce qui amplifie en fait cet effet. Pour l'Iran et l'Ukraine, deux idées cohérentes ressortent grâce au travail préparatoire précédent. D'une part, en tant qu'observateur qui regarde principalement ces conflits et n'en supporte directement qu'une petite partie des coûts, cela aide à comprendre pourquoi les deux fronts connaissent si peu de progrès. Si Poutine pensait, par exemple, que sa demi-mesure consistant à recourir à des militaires sous contrat était moins efficace ou plus faible, ce qui n'est pas le cas actuellement, il serait confronté à quelques alternatives. Une option serait d'élargir la guerre par une mobilisation générale. Une autre solution serait d'abandonner, une troisième option non évoquée jusqu'ici. Cela est un signe de faiblesse, et cela augmente les chances que Poutine soit fini. Mais ce n'est sans doute pas la bonne façon de voir les choses. Il accepterait davantage de risques personnels afin de accentuer la pression sur l'Ukraine. C'est en fin de compte une mauvaise chose pour Kyiv, même si évidemment cela donne évidemment beaucoup plus de levier dans toute cette affaire. Pendant ce temps, en Iran, les États-Unis ont clairement choisi de réduire leur agressivité en mettant fin aux principales opérations aériennes et en passant à une stratégie de blocus. Ou du moins c'est vrai au moment où je prononce ces mots. Nous sommes au milieu d'une spirale d'escalade, et je ne publierai pas cette vidéo avant quelques jours. Donc si vous vous demandiez pourquoi la guerre s'est tout simplement enlisée là-bas, du moins pour l'instant, c'est la raison. La dynamique en Iran a été volontairement ralentie. Si le blocus devenait plus coûteux ou moins efficace, ou si un changement dans le monde provoquait l'une de ces évolutions, on pourrait alors voir réapparaître une campagne aérienne ou une présence limitée de troupes au sol. Les choses deviennent vraiment intéressantes quand on aborde les effets sur le bien-être de demi-mesures moins efficaces. L'avantage survient quand la menace de mesures plus radicales permet d'obtenir plus de l'adversaire lors d'un règlement pacifique. Évidemment, toutes les parties mentionnées sont en guerre, donc cela n'arrive pas. Si des mesures plus fortes étaient crédibles, les frictions dans les négociations disparaîtraient et nous passerions de la guerre à la paix. Par exemple, si l'Iran ignorait comment le blocus se déroulerait, mais connaissait l'issue d'une guerre conventionnelle, la demi-mesure aggrave le problème de négociation. Cela signifie aussi que vous pouvez rendre la guerre plus coûteuse pour les États-Unis, tout en réduisant sa probabilité, comme l'a déjà évoqué mon alter ego académique. Néanmoins, la demi-mesure reste l'option la plus efficace pour les États-Unis, et c'est donc ce avec quoi nous devons composer. Et même si cela était purement hypothétique dans le cas de l'Iran, il semble que cela devienne plus concret en Ukraine. La Russie pourrait bien changer de stratégie bientôt, ce qui entraînerait toute une série de conséquences secondaires. Préparez-vous. Alors, quelles sont les leçons à retenir pour aujourd'hui ? Les armées disposent de plusieurs options parmi lesquelles choisir. La meilleure option est le résultat attendu de la guerre. Modifier l'évaluation de ces options entraîne des interactions stratégiques complexes. Et il est possible qu'être moins bon dans une stratégie vous mette globalement dans une meilleure position. Merci à ma mesure complète préférée, Ground News, pour avoir sponsorisé cette vidéo. Allez sur ground.newsline ou scannez le code QR affiché à l'écran pour profiter d'une réduction fantastique de 40% sur le plan Advantage. Merci à Mike Herman Trout pour son aide. Ceux qui savent, savent.
Et si vous ne savez pas, peut-être que vous apprécierez quand même la vidéo d'aujourd'hui et vous pouvez aimer, partager et vous abonner. Et je vous verrai demain. Prenez soin de vous.